Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gilles Lépébé. Gilles, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Très bien. Et la nouvelle année, comment elle s'annonce pour toi? Très bien. Et déjà, c'est le premier numéro. Ouais, La nouvelle année 2023, ça annonce. Finalement, tes masterclass, ça a donné quoi? Nous avons tenu le numéro, le module 1 la semaine dernière. Ah, c'est pas fini? Non, c'est jusqu'en mars. Ah, d'accord. Fin mars. Il y a combien de masterclass par semaine? Il y a combien de modules? Ouais. Voilà, un module par semaine. D'accord. La semaine dernière, nous avons fait le module avec le professeur Assoumou Ando. Oui. Le module sur les enjeux économiques. Voilà. Donc on a vu les enjeux politiques, les enjeux infrastructurels, les enjeux écologiques. Et sur une période 2023-2025 justement pour amener les entreprises à se positionner par rapport aux secteurs qui sont dits attractifs. D'accord. Vous avez aussi travaillé sur le droit avec... Non, pas encore. Là, nous faisons là-bas les modules, le module économie, sciences économiques et sciences de gestion. Donc, nous allons commencer avec les enjeux économiques. La semaine prochaine, c'est les indicateurs de mesure de la valeur de l'activité Mais économique. la dernière fois, tu es passé avec l'homme François? Oui, le François, sur l'évolution des obligations du banquier. Oui. Voilà. Et, C'est pas encore... imminent. Non. Non, c'est pas encore. Voilà. Donc, c'est une programmation. Il y a 12 modules, plusieurs intervenants. Il y en a, il te souviendra que la semaine dernière, je devais passer ici avec un docteur dont la thèse a porté sur les procédures collectives d'apurement du passif. Spécifiquement sur le sort des salariés à l'épreuve. Le sort des salariés à l'épreuve des procédures collectives. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, il n'a pas pu honorer sa présence sur le plateau. D'accord. Jules Lépébé, bonjour. Bonjour Emmanuel. Emmanuela, s'il te plaît. Il faut ajouter A à la fin. Bien sûr. Il faut ajouter le A. N'est-ce pas? Oui. Je sais pourquoi il veut qu'on ajoute le A. D'accord. Toujours par rapport au masterclass, est-ce que les participants sont nombreux? Les participants, une dizaine jusqu'ici, ouais. Une dizaine, je crois que c'est le coût qui freine. Les gens manifestent, l'engouement y est, mais c'est beaucoup plus le coût. Pour certains, 30 000 francs par module, c'est jugé cher. Mais quand on a un panel aussi important. Des agrégés, des docteurs... Ils ne connaissent pas le coût de l'éducation, Justement, oui. de la formation. Parce que on a quand même mis la barre haut, en ayant comme des animateurs, au nombre des animateurs, des agrégés, des agrégés, des docteurs, c'est pas quand même rien, et des professionnels de la FUDICI. Quand vous arrivez, c'est vraiment des masterclass pratico-pratiques. C'est quoi la FUDICI? C'est toutes les activités qui sont liées aux activités, toutes les activités de la finance. Ah, voilà, tout ce qui concerne l'argent et autres, là, c'est ça la FUDICI. Ah, d'accord. Comme fiduciaire, oui. Ok. Alors, ce matin, on parle de la preuve en droit. En droit, oui. Ça, c'est... on va se référer sur quoi? Le code de procédure pénale ou le code de procédure civile? Ou le code civil directement? Le code civil, le code de procédure civile, même le code pénal, même le code des juridictions administratives. En fait, le droit et la preuve est omniprésente dans la procédure juridictionnelle. D'accord. Donc, judiciaire, administrative et même financière. C'est l'article 13-15 hein, du code civil. L'article 13-15, c'est sur la charge de la preuve. La charge de la preuve, Voilà, actorienne, code civil combi de probation. Ça, c'est le principe. Ouais, Ça, le c'est principe de la preuve. De la preuve, de la charge de la preuve. Actori et combi de probation. La charge de la preuve incombe au demandeur. Au demandeur. Ou encore La preuve, c'est quoi alors? La preuve, on peut définir la preuve. J'aime bien cette définition du professeur John Nombo. On peut définir la preuve comme étant la manifestation de l'existence d'un droit. Si vous voulez prouver l'existence d'un droit, vous devez la faire manifester par différents moyens. Oui, d'accord. Moyens qu'on appelle des preuves. D'accord. Et dans ces preuves, parce que pour parler de la preuve déjà, il faut les situer déjà. Il y a des systèmes, dans le cadre des systèmes, dans le cadre des modes et dans le cadre de la charge justement, pour bien comprendre comment est-ce que c'est administré. La preuve, à l'instar de la preuve scientifique, la preuve en droit, à l'instar de la preuve scientifique et la preuve sociale, permet justement à des agents, à des sujets de droit, de pouvoir être situés sur le contenu, l'étendue en termes d'exercice et de jouissance de leurs droits subjectifs. Voilà. Et les droits subjectifs, comme on le sait, les droits subjectifs qui se distinguent du droit objectif s'entendent des prérogatives dont un sujet de droit peut se prévaloir et qui sont consacrées justement par le droit objectif. D'accord. Mais il ne suffit pas de dire que je suis titulaire de tel droit
ou de tel droit. Il faut le également le prouver. caractériser. Et la façon de caractériser ce droit, que ce soit à des fins d'exercice, soit à des fins de jouissance, c'est d'en rapporter la preuve. Et l'un des cadres dans lequel la preuve est exigée, généralement, c'est dans le cadre d'une action en justice. L'article 1er, si je ne m'abuse, du Code de procédure civile, il définit l'action comme étant le fait pour une personne de saisir une juridiction afin que celle-ci dise sa prétention bien ou mal fondée. Et pour que le juge dise votre prétention bien ou pas fondée, il faudrait que vous apportez des arguments au soutien de cette prétention. Et ces arguments-là sont apportés dans le cadre de preuves. Maintenant, les preuves, il y a plusieurs modes. Il y a ce qu'on appelle des preuves parfaites et des preuves imparfaites. D'accord. Dans les preuves parfaites, on a le mode de preuve parfaite. On a les preuves littérales qui se distinguent d'autres modes de preuve. Les preuves littérales, c'est quoi? C'est tout ce qui exige de se préconstituer un écrit. C'est-à-dire, c'est le mot de preuve pour les exercer en justice. Il faudrait qu'ils soient supportés par un écrit. On a les actes authentiques parmi les preuves écrites là. Genre, par exemple, si je veux dire que je suis l'enfant de mon père, il faut l'acte de Bien sûr, naissance. l'acte de naissance pour établir la filiation. D'accord. Voilà, mais même là encore, ce n'est pas suffisant. Parce que là, dans ce cas, l'acte de naissance va compter comme un commencement de preuve à l'écrit. Il faudrait également constater la mention 5 dans l'acte de naissance qui établit la filiation entre le père et l'enfant. D'accord. Mais le fait déjà de se prévaloir d'un avis de naissance ou d'un acte de naissance, ça peut déjà faire foi. Et là, on présume. Là, on va basculer même dans anticiper sur les mots de preuve qu'on appelle les présomptions. Là, on présume que tu es l'enfant de ton père. Maintenant, là, il faut regarder, est-ce que tu as fait l'objet d'une reconnaissance régulière, notamment avec la mention 5 qui figure dans l'acte de naissance où je reconnais formellement et tout ça. Donc, maintenant, j'en reviens. On a parlé des preuves parfaites, et les mots de preuve parfaits et les mots de preuve non parfaits. Donc, dans les mots de preuve parfaits, on a les écrits qui sont comptés parmi les actes authentiques et les actes sous seing privé. D'accord. Voilà. C'est quoi un acte authentique? Un acte authentique est un acte qui est instrumenté par une autorité publique. Genre un le officier passeport. public. Passeport, Oui. par extension, c'est un acte authentique. Déjà, les actes qui sont instrumentés par les notaires, par les huissiers, D'accord. par les magistrats, Oui. voilà, par les magistrats, par le président de la République. Un décret est un acte authentique, parce que le président de la République était la principale autorité publique. Décision de justice, je l'ai dit tout à l'heure là, est un acte authentique. Un testament est un acte authentique. Voilà. Et un titre foncier est un acte authentique parce que c'est instrumenté par l'officier public qui est le conservateur de la propriété foncière. Dès qu'on produit ces actes-là qui revêtent le sceau d'une autorité publique, d'un officier public, ils sont directement acceptables par la juridiction. Vous ne pouvez pas la révoquer. Ça, c'est pour le cadre des actes authentiques. Après, on a les actes sous seing privé. Genre les Il contrats. faut entendre, voilà, genre les contrats. Il faut entendre par sous seing privé, c'est-à-dire signature privée, qui peut être des actes unilatéraux, selon les dispositions qui sont prescrites par les dispositions de l'article 1326, ou encore les actes bilatéraux ou synalagmatiques prescrites par les dispositions de l'article 1325 du Code civil ancien. Voilà, il faut toujours préciser Code civil ancien, parce que c'est celui qui était en vigueur avant que le Gabon accède à la souveraineté internationale. Donc, dans les actes authentiques, nous avons les actes unilatéraux, nous avons les actes synalagmatiques qui peuvent être caractérisés par des contrats. Voilà. Donc, dans ces actes-là, il faut constater quoi? Il faut constater déjà l'identité des signataires, la signature, l'objet du contrat. Si c'est un contrat de vente, il faudrait qu'on constate déjà la chose et le prix qui ont été débattus au cours des pourparlers et qui ont fait l'objet de ce contrat. Donc, si le quantum de la chose n'est pas déterminé, on ne peut pas déjà dire que le contrat est formé. Parce que la chose doit être déterminée ou à tout le moins déterminée dans un contrat de vente. Et après, il faut constater la signature des parties pour manifester l'expression de la volonté des parties. S'il y a la signature, s'il y a le montant, s'il y a l'objet, une voiture, la vente d'une voiture, c'est déjà déterminé. Et il y a les signatures et l'identité des cédants ou des cessionnaires sont clairement déterminées. On dit que la vente est parfaite. Et là, vous ne pouvez plus la révoquer.
Donc, pour prouver que je t'ai vendu un véhicule, tu m'as payé de l'argent, j'ai juste besoin de t'opposer cet acte de vente-là devant le juge et la discussion prend fin. Mais ça, là, on est un peu dans le cadre... on est un peu dans le cadre académique, dans le cadre concret, parce que toi, tu es un auxiliaire de justice et tu travailles constamment, au quotidien, avec les usagers. Quels sont les problèmes de preuve que tu rencontres le plus souvent? Bon, les problèmes de preuve déjà se posent quand les gens posent des actes juridiques alors qu'ils n'ont pas pu faire asseoir ça sur un support écrit. D'accord, par exemple. Par exemple, un contrat de travail. Vous embauchez une personne pour une durée déterminée avec un salaire fixe. Mais vous n'avez pas assorti cet engagement-là, cette embauche-là, cet acte d'engagement-là d'un écrit. Après, il se pose un problème. Au terme, parce que vous, en tant qu'employeur, vous saviez déjà que vous l'avez embauché pour une durée d'1 an. Au terme du contrat, vous demandez à cette personne-là, vous la congédiez, mais elle s'oppose parce qu'elle vous dit que non, elle se prévaut. Elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée. Là, il va se poser un problème de preuve. Parce que la réqualification du contrat du travail déterminé en durée indéterminée est une sanction. Est une sanction prise par les juges justement pour sanctionner le laxisme des employeurs. Donc, si vous avez entendu embaucher quelqu'un en CDD et vous n'avez pas sorti ce CDD-là par un écrit, parce qu'on dit que le CDD ou l'engagement à l'essai sont obligatoirement écrits. Comment vous allez prouver alors que vous l'avez engagé à durée déterminée? Ça, c'est l'un des problèmes qu'on peut rencontrer. Je prends un exemple du contrat de bail. Vous louez une habitation où vous dites que c'est un séjour, des salles d'eau et 3 chambres. Le bailleur n'a pas sorti un contrat parce que c'est celui qui a l'ascendance économique qui doit prendre toutes les diligences pour établir l'acte juridique. Et au cours de l'exécution du contrat, il y a déjà des convergences au niveau de la désignation même du bien. Vous êtes dans une cité, par exemple, vous dites, moi, je vais louer un appartement de 3 chambres, et le bailleur vous cède un appartement de 2 chambres, par exemple, ou inversement. Donc là, s'il y a une contestation qui s'élève, s'il y a une dissension qui s'élève là, actuellement, là, vous faites comment pour régler le problème alors que vous n'avez pas prescrit à cette relation-là un contrat? Voici les problèmes qu'on peut avoir. Mais que prévoit la loi pour ce type de cas-là? Vu que ce sont des cas qui sont très récurrents, que prévoit la loi pour ces personnes? Oui, pour ces personnes-là, on bascule vers d'autres mots de preuve. Voilà, en dehors des mots de preuve, c'est la preuve littérale, que je vais le citer tout à l'heure, les actes authentiques, les actes sous seing privé et les commencements de preuve par écrit. Voilà. Il peut y avoir également des présomptions. Présomption simple, présomption réfragable, présomption mixte ou présomption tirée des faits de l'homme. C'est quoi une présomption? La présomption est dérivée d'un terme latin, présomptio, voilà, qui veut dire l'idée qu'on s'est fait avant expérience, avant d'avoir touché, avant de constater, au regard des éléments de fait qui sont soumis à notre observation et auxquels on va procéder à un examen, on peut déjà déduire. En fait, c'est une déduction qu'on fait des faits connus, voilà, d'un fait connu sur la base des faits qui sont déjà connus pour tirer une conclusion au fin d'aboutir à la vraisemblance. Là, on est dans la vraisemblance, on n'est pas dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez dit avoir pris un bail de 3 chambres. Le bailleur dit que c'était un bail de 2 chambres, n'est-ce pas? Mais vous payez un loyer de 300 000 francs. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui prouve que c'est un bail de 3 chambres. C'est parole contre parole. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, là, c'est parole contre parole. Mais sur la base de la quittance de 300 000 francs que vous payez chaque fin du mois, on va confronter ça. Parce que c'est dans une cité. On va demander à tous ceux qui payent 300 000 quel type de logement ils louent. Mais tous ceux qui payent. Pas de quittance. Non, là, je raisonne d'un point de vue irréductible. On dit, on va sur la base que vous n'avez pas de contrat, mais vous avez au moins de quittance. Mais c'est le moins que vous pouviez exiger à votre bailleur. Si vous n'avez pas de contrat, vous pouvez au moins l'exiger, lui exiger une quittance. Qu'est-ce qui prouve que vous payez votre loyer? Vous voyez que c'est de l'imprudence. C'est ça le problème de la société. Vous deviez au moins être à ce niveau-là. Donc, je reviens. Vous avez la quittance. Maintenant, on va tirer la conséquence d'un fait connu sur la base des faits connus. Vous payez 300 000.
vous dites que vous attendiez à un loyer de 3 chambres. Le bailleur dit non, ce n'est pas un loyer de 3 chambres, c'est un loyer de 2 chambres. Qu'est-ce que le juge va faire lorsque vous déférez la procédure devant lui? Il va dire, OK, dans cette cité-là, quelles sont les personnes, on va les appeler en intervention forcée ou volontaire. Quelles sont les personnes qui payent 300 000 francs à ces messieurs dans cette cité? On appelle une personne qui paye 300 000. On dit, OK, ton appartement, c'est 2 chambres ou 3 chambres? C'est 3 chambres. Par conséquent, donc la dame qui paye 300 000 francs là a raison. Son appartement, c'est un appartement de 3 chambres. Et là, nous sommes dans les présomptions. Voilà. Donc, on tire d'un fait inconnu les conséquences. On tire d'un fait connu les conséquences pour les appliquer à un fait connu et conclure sur la vraisemblance des faits. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Maintenant, sur la possibilité, on va dire quoi? Sur le fait que le bailleur ne veut pas vous délivrer une quittance. Vous pouvez la traire devant les juridictions, hein, pour remplir une obligation de faire. Là, il est débiteur d'une obligation de faire. Il doit vous délivrer une quittance. Mais c'est maintenant à vous de faire diligence. Si vous n'êtes pas suffisamment outillé, vous venez chez Maître Gilles Lépébé, qui vous monte une procédure en bonne et due forme, hein, la présente devant... Mais il y a aussi la bonne foi, Maître Lépébé. La bonne foi, elle est présumée. Nous, on vit avec la bonne foi tous les jours, hein. La bonne foi, elle est présumée. Au quotidien, oui. Je sais qu'en droit, on présume la bonne foi, mais c'est quand même une façon aussi de vivre. C'est l'article 2274 du Code civil qui dit que la bonne foi... Si au bout de 3 ans, par exemple, le bailleur te donne pas une quittance ou bien un reçu, mais que tu es là, tu habites là, ça veut dire que tu payes ton loyer? Non, pas nécessairement, parce que l'inconvénient avec le bail ne s'éprouve pas par témoignage. C'est l'un des contrats où le formalisme est le plus renforcé. Donc le bailleur peut dire que ça fait 3 ans, il ne paye pas mon loyer. Et il habite dans ma maison. Mais justement, ça lui de le prouver. Il a besoin de dire c'est un squatter. C'est prétention contre prétention, preuve contre preuve. C'est le bailleur qui... Donc si le bailleur dit que je suis un squatter, c'est lui qui doit prouver que je suis un squatter. Mais justement, puisque la charge de la preuve incombe au demandeur. Il a juste besoin de dire mais paye pas mon loyer. Là, il met le locataire en difficulté. Comment le locataire va prouver que je ne suis pas un squatter? Et là, on bascule dans la charge de la preuve. Non, mais on dit, le squatter peut lui dire de prouver que je ne paye pas. Et là, on bascule dans la charge de la preuve. Très bien, tu fais bien d'évoquer ça. 1315 que tu as évoqué au départ, là. C'est la charge de la preuve. C'est celui qui prétend, hein, qui réclame l'exécution d'une... la charge de la preuve, 1315 dit que celui qui réclame l'exécution, hein, d'une obligation qui doit la porter. Et celui qui dit en être réclamé doit justifier le paiement ou bien l'acte qui a entraîné l'extension de l'obligation. Le bailleur dit ceci. C'est un squatteur parce qu'il ne m'a jamais payé les loyers. Vous voyez. Là, c'est plutôt au locataire de prouver que je lui paye des loyers. Mais s'il n'a pas une quittance qui constante l'acte libératoire de cette obligation-là, tu vois, toute la difficulté là va naître. Qu'est-ce qui va se passer? Là, quand ils vont déférer la procédure devant le juge est obligé de soumettre même l'affaire à une instruction. C'est-à-dire pour procéder à des enquêtes approfondies, désigner un expert, auditionner même le voisinage, comme ça, les préposés ou encore les ayants droit du locataire en question, pour pouvoir se faire sa liberté. Là encore, on est sur la base de mots de preuve. On est maintenant sur la base de mots de preuve imparfaits. C'est-à-dire que c'est possible de manifester la vérité légale, mais c'est beaucoup plus compliqué que si on avait en présence de soi des mots de preuve parfaits. Voilà. Maître Lépébé, il y a un problème de preuve dans, par exemple, puisque nous sommes à l'ère de questions d'égalité, tu vois. Il y a un problème de preuve dans les questions d'harcèlement. Comment la justice peut améliorer la situation? Parce qu'il suffit d'une simple allégation pour que les gens soient condamnés. Une allégation de la part de qui? La personne qui a harcelé ou bien la personne qui se constitue victime. Oui, mais en principe, ça ne devait pas être comme ça. Parce que déjà, le harcèlement est une infraction prévue par le code pénal. Oui. Mais on connaît la procédure. Lorsque vous êtes victime d'un harcèlement, soit vous-même vous portez plainte, voilà, devant le parquet, et le parquet va ouvrir une action publique. Maintenant, dans ce genre de cas, si on ne peut pas, parce que la procédure devant le parquet, il y a 2 types de procédures. Les systèmes de poursuite. Il y a le système inquisitoire, le système accusatoire. Dans le système inquisitoire, c'est le parquet qui est le maître de poursuite, qui doit mettre tous les moyens
en œuvre pour pouvoir manifester la vérité légale. Vous, en tant que plaignant, qui êtes constitué partie civile, vous avez l'obligation également, à travers le système accusatoire, de rapporter la preuve de vos harcèlements. Mais ça peut être quoi? Des harcèlements, des messages, c'est beaucoup plus crédible. D'accord, Une vidéo, c'est beaucoup plus crédible. Oui. Mais de dire que tel m'a harcelé, si on ne peut pas justifier ça, la personne que vous accusez ou que vous mettez à mal est supposée être présumée innocente. Jusqu'à ce que vous rapportez la parole. Mais la preuve parfaite, c'est quoi? Ça peut être déjà l'aveu. Si vous confrontez l'accusé, le mis en cause, là il n'est pas encore accusé, c'est devant le prétoire qu'il a accusé. Le mis en cause, si vous le confrontez, le procureur a la capacité de le faire, le juge d'instruction encore plus, parce que c'est lui qui a la capacité, c'est l'enquêteur en chef qui mène les enquêtes en profondeur. Vous confrontez le mis en cause. Et les magistrats, c'est des gens brillants. Les magistrats, c'est des gens brillants. Vous allez venir à une séance, on vous écoute, on vous auditionne, on vous écoute, on note. Vous revenez pendant une autre séance, on vous écoute, après on ressent un écart entre ce que vous avez dit la première fois et ce que vous avez dit la seconde fois. Et c'est là où on commence à creuser. Donc il y a plusieurs mécanismes, plusieurs moyens de manifester la vérité légale. Il ne suffit pas d'évoquer un fait, il ne suffit pas d'évoquer une prétention. Il faut également apporter des preuves au soutien de celle-ci par un argumentaire. On appelle ça en d'autres termes les moyens. Dans ce cas, peut-être qu'il y a des cas d'harcèlement qu'il vaut mieux alors ne pas dénoncer par faute de preuves. Oui, parce que, par exemple, en cas d'embauche, on en avait parlé la dernière fois, en cas d'embauche, une jeune dame qui va passer un entretien d'embauche, elle passe son entretien et le monsieur qui est en train de l'interviewer pose un acte d'harcèlement. Il fait des propositions indécentes. À ce moment, comme dans la série. Comme dans la série, effectivement. À ce moment, elle n'a pas de preuves. C'est le tout premier contact avec le monsieur. Elle ne va pas dire qu'elle va enregistrer. Elle ne peut que refuser. Mais donc, ce cas, cette victime-là, elle ne peut pas dénoncer cet acte. Elle doit être sage et attendre et prendre des dispositions idoines pour la prochaine fois. Parce que pour la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Elle a déjà refusé. Non, mais là, justement, ce serait sa parole contre la sienne. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là encore, on va raisonner par le mécanisme de présomption. Si, en dénonçant les faits, le procureur estime qu'il y a matière à poursuite, il peut venir interroger les gens qui sont dans la boîte ou les gens qui ont été dans la boîte. Si se trouve que, par des témoignages concordants, certaines établissent qu'elles ont subi, elles ont subi des harcèlements, encore des abus de la part de ce monsieur. Là, le procureur même peut s'autosaisir. Non plus sur la base de la plainte de cette dame-là, mais sur la base des dénonciations ou même, puisqu'il est le garant de l'ordre public. Il peut s'autosaisir. Donc, il faut d'abord qu'il se dise qu'il y a matière. Il a matière, voilà. Maintenant, s'il se dit qu'il n'y a pas matière... Mais il classe ensuite, il est le maître de poursuite. C'est lui le garant de l'ordre public. C'est lui qui dit je poursuis, je ne poursuis pas. Comment il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre? Ça, c'est notre débat. Mais c'est ça le principe de l'opportunité de poursuite appartient au procureur. D'accord. Au ministère public. C'est l'opportunité de poursuite. Vous venez vous plaindre. C'est lui qui estime s'il y a intérêt à poursuite au regard des contraintes et des contingences qui sont les siennes, qui sont de plusieurs ordres. Contingences politiques, peut-être le climat social et paysan actuellement, ce n'est pas le moment d'en parler. La clameur publique au regard de tels faits qui avaient les similitudes avec ces faits-là et encore vivaces dans les esprits des gens, non, ce n'est pas intéressant. Parce que le procureur est un technocrate. Il organise aussi à son niveau la société, les mentalités. Le droit n'est pas seulement là pour punir. Le droit protège, le droit interdit. Mais oui, là, il y a une victime. Là, il y a une victime. C'est ça le principe, c'est ça le droit. Et puis le droit pénal, il est d'interprétation stricte et restrictive. Donc, il faut vraiment aller mollo. Parce que prendre des gens, les mettre en prison, le régime carcéral est le régime le plus âpre qui soit. Donc, vous voyez que parfois même le procureur est obligé d'agir comme un chef de village avec le mécanisme de la composition pénale. Vous arrivez, vous êtes plaignante. Il sait bien que là, il y a matière à placer le mis en cause sous mandat de dépôt. Mais il peut procéder par la composition pénale pour dire, ok, d'accord, un mal t'a été fait, oui. Qu'est-ce que tu sollicites à titre de dédommagement par rapport au mal qui t'a été fait? C'est ça la transaction. Ok, d'accord, je voudrais 2 millions pour me dédommager. Ça se passe là et c'est devant lui que ça se fait.
Il y a plusieurs mécanismes, c'est pas forcément... Parce que même l'incarcération, c'est l'exception. Hein. Le principe, c'est la liberté. Donc, systématiquement, les parquetiers ne sont pas là pour mettre les gens en prison. Donc, il est juge de l'opportunité de poursuite. S'il estime que tel fait qui a été prévu et prescrit par le code pénal, incriminé par le code pénal, nécessiterait que la personne aille en prison, ou on peut lui allouer seulement des amendes. C'est-à-dire la personne est poursuivie, elle est condamnée, mais pas du fait d'un emprisonnement, mais l'allocation des amendes qui seront payées au service public. Merci, Maître Lépébé, avec nous ce matin sur les 104.5. Si on continue, on va passer toute la journée tellement c'est intéressant. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière dans quelques minutes avec l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.